Françoise Degois, bonjour Françoise, merci d'être là, éditorialiste politique, et Frédéric Dabi. Ça va être très calme ce débat, je le sens. On a quand même le droit de parler de hors antenne. Mais vous avez complètement... On est ravis, en plus on vient de le faire dans la revue de presse, on est ravis. Frédéric et Françoise, merci beaucoup d'être avec nous. Jour de rentrée donc au Parlement, rentrée dans un contexte particulier, toujours pas de gouvernement, pas de feuille de route. On est loin d'avoir un budget. Est-ce que, selon vous, Françoise, Sébastien Lecornu, il a vraiment une stratégie ? Je pense qu'il a une stratégie, c'est de durer et d'aller jusqu'au bout, mais ça marche pas. C'est-à-dire que vous avez bien compris que la gauche, et je comprends tout à fait la gauche, vous savez, le Parti Socialiste, parce que c'est du Parti Socialiste dont il s'agit, a tendu la main une fois à François Bayrou, ça s'est terminé dans une forme de déroute et une forme de trahison. Donc je comprends très bien que le Parti Socialiste ne veuille pas faire bis repetita. Il a travaillé, il a présenté un contre-budget. Sébastien Lecornu, dans sa musette, n'a pas grand-chose. On sait très bien qu'il va proposer probablement une mesure sur la CSG. On sait très bien qu'il va proposer peut-être un rééquilibrage de la fiscalité, mais le Parti Socialiste a raison de poser ces conditions. Soit c'est taxe Zuckman et suspension de la réforme des retraites, soit c'est un des deux. Pour le moment, en tout cas à l'heure où on se parle, Sébastien Lecornu ne peut pas le donner. Je ne pense pas qu'il n'ait pas envie de le donner. Je pense qu'il est prisonnier de la droite et je pense qu'il est prisonnier de la décision d'Emmanuel Macron. Donc en réalité, il godit, il manœuvre en espérant échapper à la censure dès la déclaration de politique générale, en se disant si je passe ça, j'ai encore un mois et demi pour négocier éventuellement. Moi, je pense que si Sébastien Lecornu, il parle, je vais laisser, si Sébastien Lecornu dit je vais faire une rupture de méthode, annoncée par exemple vendredi, je renonce au 49.3, eh bien je pense que ça changerait tout. Mais je pense qu'il ne le fera pas. Ouais, je suis assez d'accord avec Françoise. Moi, ce qui me frappe, c'est la forme de dissociation entre l'opinion publique, qui accueille plutôt bien l'arrivée de Sébastien Lecornu, même si quand même les 3 semaines sans gouvernement, plus que jamais, ça renforce ce que j'appelle l'éclipse du politique. Les Français ne regardent plus. Ne nous regardent plus, ne les regardent plus. Quand je dis nous, c'est la scène politique et parlementaire, médiatique, elle est même sondagère, faisons-nous plaisir. Et c'est vrai qu'il y a cette dissociation. Il y a une équation personnelle plutôt bonne pour Sébastien Lecornu. Il incarne à la fois l'expérience avec les 3 ans passés à l'hôtel de Brienne. Il y a un vrai crédit pour le ministère des Armées, une forme de renouvellement, l'anti-Bayrou, discrétion, sobriété, décision forte. Il a plutôt bien joué sur le fait qu'il ait montré que clairement, l'État fait des efforts, même si ça fait catalogue à la Prévert, moins de budget de communication, la forte décision sur la suppression des 2 jours fériés, ça a été vraiment, on s'en souvient peut-être pas assez, mais un point de fixation et de rejet de l'opinion jamais vu. Les anciens premiers ministres, alors ça peut paraître symbolique, mais en tout cas, il a réussi ses premiers pas vis-à-vis des Français. Et je vais pas redire ce qu'a dit Françoise Degois très très bien, ça reste complètement bloqué du côté de l'Assemblée nationale, quid d'une motion de censure extrêmement rapide. Que vont faire les socialistes qui ont une double dimension. D'un côté, la préparation des élections municipales et pas se mettre à dos des électeurs de gauche. Je ne parle pas des appareils partisans écolos ou LFI qui, quand même, sont très importants pour la reconduction des très nombreuses mairies socialistes sortant dans des villes plus qu'importantes, je pense à Paris notamment, et l'idée quand même que du côté du peuple de gauche, pour reprendre un terme célèbre, il y a quand même l'envie qu'on sorte presque majoritairement de cette situation bloquée. Une enquête IFOP pour le Parti Socialiste montrait que 71% des sympathisants LFI regrettaient que le PS n'ait pas été choisi pour être au gouvernement, être Premier ministre, parce qu'il y a l'idée de gouverner, il y a une gauche de gouvernement, une gauche de transformation qui reste très forte dans le pays. Ça fait lien avec l'enquête dont on va parler, avec la percée de Raphaël Guzman. Alors moi je suis tout à fait d'accord, et l'idée générale, je ne suis pas du tout sur l'idée mécanique que si Sébastien Lecornu, j'en ai marre un peu d'entendre ça, Sébastien Lecornu serait censuré, ce serait obligatoirement dissolution, voire démission. Je ne suis pas du tout certaine, je suis même quasiment certaine en tout cas que là encore, à l'heure où on se parle, c'est pas du tout l'option d'Emmanuel Macron et de son cabinet, pas du tout. L'option serait plutôt un 4e gouvernement. Et là, la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait avec le 4e gouvernement? Est-ce qu'on refile la patate chaude et le mistigris finalement à la fin des fins à la gauche? C'est une possibilité. Est-ce que la gauche
l'accepte, c'est une possibilité. Vous savez, on n'est pas forcément dans une logique de dissolution. Emmanuel Macron, je pense qu'il a enfin percolé que la dissolution, derrière la dissolution, il y a quasiment certainement sa démission. Parce que une dissolution le dissoudrait lui-même, si vous voulez. Ça me paraît complètement évident. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense quand même que les socialistes n'ont pas beaucoup de choix à part la censure. Tous les groupes de gauche hors LSI vont censurer, évidemment, je pense même dès la déclaration de politique générale. Est-ce que le Parti socialiste peut se permettre d'être la seule formation de gauche qui sauve à nouveau Sébastien Lecornu, mais plus que sauver Sébastien Lecornu, qui sauve à nouveau Emmanuel Macron? Parce que derrière, il y a l'ombre. Je suis d'accord avec Frédéric. Bon, l'image de Lecornu est plutôt bonne, mais c'est pas ça le sujet. Non, le sujet, ce n'est pas celui-là. C'est pas est-ce que Lecornu, les Français l'aiment ou l'aiment bien. Les Français ne peuvent plus voir pour le moment en peinture un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Si vous sauvez Sébastien Lecornu, vous sauvez Emmanuel Macron. On va voir justement quel est... Non, mais je vous en prie, Françoise, mais non. On va voir quel est l'état d'esprit des socialistes, justement. On va écouter Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, ici au Sénat. Monsieur Lecornu ne refuse aucun des chantiers qu'on lui a proposés. Justice fiscale, pouvoir d'achat, relance, question des retraites, logement. Il ne refuse rien, mais il ne nous dit pas comment. Et notre état d'esprit est celui-là. C'est on fait comment pour aboutir éventuellement à un accord, non pas de non-censure, mais un accord qui permette finalement aux Français de sortir par le haut après la purge que voulait leur imposer François Bayrou. Et vous l'entendez, le discours des socialistes, François? Non, lui, c'est pas le discours des socialistes. Excusez-moi. Boris Vallaud, il dit aussi un peu la même chose. Il dit ce qui nous intéresse, c'est les Français, c'est d'obtenir des mesures pour les Français. Oui, mais Patrick Kanner, Boris Vallaud, ça n'a rien à voir. Patrick Kanner, lui, est plutôt sur une ligne, Carole Delga, etc. Il ne faut pas censurer, etc. Boris Vallaud n'est pas sur cette ligne. Mais il dit ce qui nous intéresse, c'est les Français. Oui, ce qui nous intéresse, c'est les Français. Mais si on peut trouver un accord, même à minima, pour Patrick Kanner, ça ne lui poserait pas de problème. Et pour Carole Delga non plus, et la Galaxie, Raphaël Glucksmann, etc. Les socialistes à l'Assemblée ne raisonnent pas comme ça. Ils ne sont pas du tout dans ils sont pas dans cette espèce de mollitude dans laquelle il y a un côté très édredon de la part de Patrick Kanner. Pas du tout parce que c'est un sénateur, c'est parce que c'est leur stratégie, c'est la stratégie de François Hollande. Mais ils ne sont pas majoritaires au groupe. Le groupe socialiste est quand même à 100% sur l'idée de la censure. La question, la différence, c'est quand est-ce qu'on censure? Est-ce qu'on censure le budget? Et je pense que Jean-Philippe Tanguy, qui était là précédemment, qui nous précédait, Marine Le Pen a le même problème. Censurer, c'est sûr, mais est-ce qu'on censure dès la déclaration de politique générale ou est-ce qu'on censure sur le budget? Oui, moi, je pense que les Français, en général, les sympathisants de gauche en particulier, sont plutôt sur une ligne Kanner de pas censurer a priori systématiquement dès le début, dès le discours de politique générale. Il est fixé le 6 octobre, si je ne me trompe pas. Mais on n'a pas encore la date précise, mais début de semaine. En tout cas, voilà, début de semaine prochaine. Il peut décider de pas le faire aussi. Il peut y échapper. Alors, on a compris que le Rassemblement national à l'Assemblée ne censurerait pas, ce qui sauverait à court terme Sébastien Lecornu. Vous voyez, toutes nos discussions, et là j'entends ce que dit Patrick Kanner, ça ne parle pas complètement aux Français. On est sur une sorte de mécano parlementaire pour sauver le soldat Lecornu. Moi, je pense que la situation d'instabilité permanente, même si clairement le plan Bayrou a été rejeté de manière massive, hein, il n'y a pas de discussion de la part de l'opinion publique, mais il y a quand même l'idée pour les Français de sortir de ce blocage, parce qu'en plus, les Français voient en contraste, à l'échelle locale, leur maire, qu'ils soient de droite ou de gauche, agir, être sur le terrain, changer la vie, puis se préparer la campagne pour les élections municipales. Il y a un contraste entre l'échelon national et l'échelon local qui n'a jamais été aussi fort et qui rend l'échelon national mais complètement accessoire pour les Français. Et là, c'est extrêmement dangereux quand on connaît l'imaginaire de notre pays, qui est la promesse du politique. Au national, on agit, on change la vie, on résout les problèmes. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais juste, qu'est-ce qu'ils attendent prioritairement, les Français? C'est quoi? C'est la justice fiscale en numéro 1 dans les annonces de Sébastien Lecornu? Je pense que c'est pour... Voilà, je pense que contrairement à ce qu'on dit, les Français sont prêts à faire des efforts. S'ils ont le sentiment qu'il y a un chemin clair, il y a un cap. On nous serine avec le discours churchillien du sang, de la sueur et des larmes. À cette époque, il y avait une finalité claire. Abattre le nazisme. Là, quelle est la finalité de tous les efforts qu'on demande? Deuxièmement, que les efforts soient équitablement répartis. C'est là où le plan Bayrou, ou le bas, si je puis dire, blessait très fortement. C'était plutôt les salariés, la France du travail qui était plus touchée, y compris les entreprises que les Français défendent plus que par le passé. Troisièmement, que l'État donne l'exemple le premier. Et alors voilà, maintenant, il y a des mesures, François a dit, des mesures symboliques.
Quid de la réforme des retraites qui ne passe mais absolument pas. Dans l'enquête faite pour le Parti socialiste, on a exactement 2 ans et demi après le même pourcentage de Français, 66%, le même pourcentage de salariés, 75%, qui sont opposés. Vous dites bien sûr, mais on aurait pu imaginer que avec le temps, il y aurait une sorte d'acceptation. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, Oriane, moi, je suis pas d'accord du tout avec Frédéric. Les Français pensent que, etc. D'abord, les Français veulent censurer très largement. Vous avez toutes les enquêtes le disent, etc. Pour Bayrou, là, on n'a pas mesuré. Pour le moment, on n'a absolument pas mesuré. La réalité, si vous voulez, c'est que si vendredi la réunion se termine en chou blanc, vous savez, il y a un homme qui a la clé. En fait, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, et je crois que la pression est de plus en plus forte autour de lui, y compris, je pense, à l'Élysée, pour lui dire « tu dois lâcher ». Zucman, ça ne marchera pas. Zucman est devenu un totem. L'attaque Zucman est devenue un symbole très fort, très puissant. En réalité, vous avez vu une adhésion incroyable parce que Zucman dit une chose formidable. Il faut partager les richesses. Et en fait, les gens qui ont beaucoup doivent donner un peu plus que les gens qui ont moins. Donc Zucman, c'est parfaitement, vous savez, l'attaque Zucman me fait penser à la directive Bolkestein en 2005 pendant le référendum. Tout le monde était devenu spécialiste de la directive. Nous, les premiers journalistes, on allait chercher qu'est-ce que c'est ce truc. Et en fait, Zucman, le pays s'en est emparé. C'est formidable. Non, mais c'est génial. Le pays s'est emparé de cette taxe et il l'approuve. Cette taxe-là, je n'ai pas le sentiment que les socialistes l'obtiendront. Non, je crois qu'ils ne l'obtiendront pas parce que Sébastien Lecornu est reparti dans la bien vieille équation droite, Rassemblement national et que ça passera pas à droite. Par contre, la suspension de la réforme des retraites, ça, je pense que la droite pourrait l'accepter et je pense qu'il y a une grande pression. Plus qu'une forme de taxation des hauts revenus. Il sera obligé d'aller sur une forme de taxation, Sébastien Lecornu, c'est sûr. Il va aller vers rendre du pouvoir d'achat avec la CSG, mais tout ça, c'est un peu filandreux. Il y a un totem. Les socialistes ne peuvent pas voter s'il n'y a pas un des deux totems. Et le deuxième totem, et Frédéric a raison, c'est dingue. C'est dingue sur la réforme des retraites parce que c'est la folie de l'égalité française. C'est ce qui nous qualifie tous. Ce pays est fou d'égalité. Voilà. Alors ce pays, il est tempéré. Il est fou d'égalité. C'est notre bien commun. Pourquoi la réforme des retraites? C'est pas que la retraite, c'est l'égalité. Voilà. Ce pays, c'est son tréfonds. Et la réforme des retraites, soit vous la suspendez, soit je pense qu'il y aura censure. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Avec en plus, pour la réforme des retraites, l'imaginaire du vieillissement, l'imaginaire de la vie heureuse après le travail, qui est très fort, y compris dans les jeunes générations. Pourquoi, en 2010... il n'y a pas si longtemps que ça, les Français, dans les sondages, à une petite majorité, il ne faut pas mentir, 50, 52, 53%, avaient soutenu la réforme Sarkozy-Fillon-Wurtz. C'était l'idée qu'on allait faire un petit effort. On sortait d'une crise financière pour sauver le système, et c'était la der. La dernière des réformes, cet espoir n'a pas été respecté, cette promesse, puisque dès 2013, François Hollande réforme avec Jean-Marc Ayrault les retraites, et puis il y a la fameuse réforme d'Édouard Philippe et celle d'Elisabeth Borne. Il y a l'idée qu'on touche quelque chose qui est sacré pour les Français. C'est le capital un acquis social. Mais oui, c'est le capital de ceux qui en ont pas. Et encore une fois, quand vous voyez, Frédéric ne me démentira pas, quand vous voyez la non-adhésion, vous avez autant de droite que de gauche, vous avez autant d'électeurs d'Emmanuel Macron que d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je le redis, ce pays, il faut comprendre ce pays. Les retraites ne sont pas les retraites, c'est métapolitique les retraites. C'est on a une devise, liberté, égalité, fraternité. Tant que les dirigeants ne comprennent pas, de gauche comme de droite, que ce pays fonctionne sur ses ressorts, profondément sur sa devise, et vous pouvez le voir sur la liberté, sur l'égalité et sur la fraternité, on m'explique que ce pays est à droite, etc. C'est absolument vrai et faux. D'abord, la gauche est arrivée en tête aux législatives, mais ce pays, sur les valeurs fondatrices de ce pays, il est plutôt à gauche, je suis désolé de vous le dire, mais sur l'adhésion à la fraternité, l'adhésion à l'égalité. C'est les valeurs de gauche. Mais ça veut dire que là, Sébastien Lecornu devrait faire une rupture avec lui-même, pour le coup. Parce que avec Emmanuel Macron. Mais même avec lui-même, parce que dans ses 2 interviews à la presse, il a dit pas d'abrogation, pas de suspension de la réforme Borne. Comment voulez-vous qu'on puisse entamer un dialogue quand Sébastien Lecornu vous claque une interview comme celle de vendredi dans le Parisien? Toutes les portes sont fermées à double tour. Après, vous avez le ministre de l'économie, le monsieur Lombard, et puis tout l'Élysée qui appelle les socialistes en leur expliquant vous avez mal lu. Excusez-nous,
nous, vous avez qu'à le faire en français facile. Bien sûr, on ne sait pas lire une interview du Premier ministre, c'est évident. On va parler... débile, hein, il y a marqué débile, en fait. On va parler d'un sondage qui a fait beaucoup parler. C'est le vôtre, oui, Frédéric, légèrement. Un sondage IFOP Opinion. D'abord, sur 2 points, un sondage qui met largement devant le Rassemblement national. On va réécouter à ce sujet Patrick Kanner, président du groupe socialiste. Ah bah dites donc. L'extrême droite caracole en tête depuis bien longtemps, malheureusement. Et il faut s'interroger de ce résultat. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand M. Macron a pris le pouvoir en 2017, il y avait 8 députés RN. Aujourd'hui, avec les proxys de M. Ciotti, ils sont 140. Et je n'oublie pas les déclarations de M. Macron quand il a gagné son élection au second tour en 2017 devant la pyramide du Louvre, disant aux Français, je mènerai des politiques publiques qui feront que vous n'aurez plus jamais envie de voter pour le Rassemblement national. Voilà, la montée du RN, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Oui, alors Patrick Kanner est dans son rôle. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est quand même celui qui a battu 2 fois le RN au second tour. Alors, ce sondage ne comportait, IFOP Fiducial pour Sud Radio et l'Opinion, que des premiers tours. C'est vrai que le score du RN, et si on ajoute quelques alliés, les 4-5 points pour Éric Zemmour, les 2-3 points pour Nicolas Dupont-Aignan, jamais... on peut appeler l'extrême droite la droite extrême. En tout cas, le bloc Rassemblement national n'a été aussi fort. Hein. La dernière fois qu'un candidat a atteint 33-34%, c'est François Mitterrand en 1988. La dernière fois qu'il y a plus de 20 points d'écart ou 15 points d'écart entre le premier et le deuxième, on a un ticket d'entrée pour le second tour qui est extrêmement bas. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. C'est Alain Power face à Georges Pompidou au premier tour avec 20 points. Voilà, c'était pour vous. Merci. Pour vous stimuler. Non plus, on n'était pas nés. Moi, j'étais pas né. Alors là, vous, Lauriane, vous n'étiez même pas en... Voilà. Non, mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a quand même une continuité avec le RN qui gagne les élections européennes, qui confirme au premier tour des élections législatives. Et puis moi, ce qui me frappe, c'est la structure électorale du RN, c'est-à-dire qui est à la fois jean-mariste, c'est-à-dire les segments traditionnels du FN des années 80-90, des jeunes, des ouvriers, des chômeurs, des personnes peu diplômées, et puis cette France du travail qu'on ne peut pas ne pas avoir pour gagner l'élection présidentielle. On a parlé de la retraite. Il y a une sorte de magot électoral que les politiques chérissent, qui sont les retraités. On peut perdre une présidentielle quand on a les retraités. Giscard d'Estaing en 81 ou Nicolas Sarkozy en 2012. On ne peut pas gagner, en tout cas depuis le début de la Ve République, si on n'a pas cette France du travail. Et puis quand on a un RN qui fait 28 chez les retraités, 23-24 chez les cadres, 20% chez les personnes diplômées, on a un parti attrape-tout. Et puis l'autre dimension qui est très intéressante, on a testé, surtout dans les 6 configurations, Jordan Bardella, mais on a testé également Marine Le Pen dans la configuration Édouard Philippe. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas la moindre différence entre Bardella et Le Pen. C'est pas la même histoire, c'est pas la même trajectoire, c'est pas le même regard des Français. Donc mais c'est un vote RN. Exactement, c'est pas un vote d'incarnation, c'est un vote d'alternative. C'est leur tour, il faut leur donner le pouvoir. Ils ne feront pas pire que les autres, on ne les a jamais essayés. Je parle des propos qui sont tenus par les Français. Oui, alors moi, vous savez que j'ai une grande amitié pour Frédéric Dabi. En prolégomène, je voudrais dire que je trouve lamentable la façon dont Frédéric Dabi est attaqué aujourd'hui par la France Insoumise. Il ne peut pas le dire parce qu'il est sondeur. Non. Mais c'est lamentable. C'est la meute qui est déchaînée depuis la sortie de ce sondage. C'est quasiment lui accrocher des cibles dans le dos, le traiter d'islamophobe, de génocidaire, etc. C'est insupportable. Et si les gens qui nous écoutent et les élus, vraiment, prenez la défense parce qu'on ne peut pas accepter cela de la part d'un parti politique qui s'appelle LFI. Si le Rassemblement national s'amusait à faire ça, imaginez tout le monde montrer au cocotier. Et là, personne ne monte au cocotier. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'aime beaucoup les sondages de Frédéric Dabi, mais d'abord, il ne lit pas dans les os de poulet, hein, il ne regarde pas le vol des corbeaux, etc. Le RN, pas encore, moi non plus d'ailleurs. Le Rassemblement national a toujours son problème de second tour. Bien sûr. Moi, je pense que, ok, c'est un train qui roule comme ça à 33, mais vous pouvez toujours le faire rouler à 33. On est à 41, 42, et au second tour. Et le problème de Marine Le Pen, je pense en plus que ça ne se substitue pas. Pour le moment, ça se substitue dans l'opinion Le Pen-Bardella. Je pense que non, dans une campagne. Je pense que Jordan Bardella est très friable dans une campagne. On l'a vu aux législatives. Il s'effondre, en fait, dès que ça monte un peu en altitude sur la donnée politique, il s'effondre. On a vu les erreurs qu'il commet dans la campagne des législatives. Et il est aussi en grande partie, lui, responsable de cet échec, de sa friabilité, parce qu'il est jeune et puis parce que, voilà, il n'a pas d'expérience. Donc, je ne suis pas du tout effrayé par cette espèce de rouleau compresseur de Marine Le Pen. Je
d'abord, ça finira pas à 33, ça peut finir à 30. Et de toute façon, c'est le problème du... Et tous les gens, et je termine, tous les gens qui nous prédisent le Front républicain est mort, eh bien, je vous dis que non. Vous verrez ce pays, si vous avez le Rassemblement national au second tour, comme en 2002, comme en 2017, comme en 2022, tous les gens qui disent le Front républicain est mort se trompent. Ce pays a des ressorts et un réflexe, et vous verrez que le Front républicain fonctionnera. Quel que soit l'adversaire de second tour. Quel que soit. Alors, si c'est Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il y aura un Front républicain contre Jean-Marie Le Pen. Imaginez le lapsus. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, tellement dans mon esprit il se ressemble de plus en plus, vraiment dans la manière de faire et de provoquer. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il y aura le double réflexe, le Front républicain, mais un Front républicain contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais Françoise a tout à fait raison. Le second tour, c'est une autre élection. Et toujours, le RN a eu des difficultés, je pense à l'élection présidentielle, à ne pas éviter un tout sauf Marine Le Pen. Hein. C'est la phrase de Charles Pasqua qui était à l'origine une sentence de Guy Mollet. Au premier tour, dans une élection, on choisit. Au second tour, on élimine. C'est vrai que ça se réduit de plus en plus. Hein. Vous citiez Jean-Marie Le Pen, 82-18 en 2002. 66-34 pour Emmanuel Macron en 2017, il gagne avec 58%. Et puis, on disait aussi, à l'Assemblée nationale, le duel de second tour, c'est le piège absolu pour le RN-FN. Il ne peut jamais gagner. Pendant presque 30 ans, il n'y a pas eu de victoire en duel du FN à l'Assemblée. Et on voit ce qui s'est passé en 2022 et surtout en 2024. Mais c'est vrai que la présidentielle, c'est extrêmement différent. C'est à qui on confie les clés du pays. Et effectivement, François Mitterrand, je vais citer une autre élection présidentielle historique, en 1974, fait 41% au premier tour. Il perd avec une gauche complètement unie. En 81, la gauche est complètement désunie et elle gagne. Ça montre que tous les mécanos électoraux sur gauche unie, pas gauche unie, primaire, ça ne supporte pas une dynamique de campagne et des très forts mouvements qui peuvent imposer un candidat, une candidate. En tout cas, ça reste un sondage quand même excellentissime parce que il y a déjà eu un RN à 28, 29, 30, 31, mais l'écart de plus de 15 à 20 points, ça par contre, ça ne s'était jamais vu. Et l'autre enseignement de ce sondage, c'est le score assez élevé de Raphaël Glucksmann. On va l'écouter, le leader de Place Publique. Il était ce matin l'invité de France Inter. Ce sondage, et il confirme une chose, indépendamment de mon score personnel, il confirme une chose, c'est que le RN, le Rassemblement national, l'extrême droite, est entre 33 et 35%. Donc à aucun moment, on est dans une forme de joie. Et c'était déjà le cas le soir des élections européennes, parce qu'en fait, il y a un véritable risque de bascule. Maintenant, ce que confirme ce sondage, c'est que la seule manière de créer une dynamique politique, c'est d'être clair, c'est de construire un projet clair, c'est d'avoir une stratégie claire, notamment vis-à-vis de la rupture avec la France insoumise. Il est bien trop tôt pour savoir si je serai la personne idoine pour le faire, et c'est pas une réponse de politicien, ça. Non, pas du tout. Vous adhérez, du coup, Françoise, est-ce que son score, ça reflète sa stratégie claire vis-à-vis de la rupture avec la France insoumise ou pas ? Moi, je veux bien, vous savez, Raphaël Glucksmann a fait une très bonne campagne, enfin, il a fait, avec le Parti socialiste, une campagne européenne. Il est devenu le jouet. Tout le monde va s'amuser pendant des mois et des mois avec l'ego de Glucksmann et l'ego de Mélenchon. On va organiser cette espèce de compétition et à la fin, ça sera pas ça, parce que Raphaël Glucksmann, je pense qu'un autre Macron est possible, n'est plus possible, justement. Raphaël Glucksmann, il nous refait le coup d'Emmanuel Macron. Il se dit, je vais faire tomber tous les dominos du PS et je vais faire tomber tous les dominos de la droite dans mon escarcelle. Peut-être qu'il y a ce petit mouvement là aujourd'hui, mais je pense que ça ne peut pas aller au bout parce que d'abord, Raphaël Glucksmann, c'est plus un lanceur d'alerte pour moi qu'un homme politique. C'est quelqu'un, moi je ne sais pas où est son programme, mais il se situe plus au centre droit, centre gauche, si vous voulez. Il n'est pas le barycentre de la gauche. C'est ça le sujet. Pour moi, on ne voit que lui parce que c'est un produit. Je n'enlève rien à sa qualité, vraiment, c'est un très bon député européen, c'est un très bon connaisseur de l'Ukraine, etc. Mais il y a une vacuité dans son programme et une forme d'attrape-tout. Il veut refaire le chemin d'Emmanuel Macron et je ne pense que ça ne fonctionnera pas. D'abord parce qu'à l'époque, le Parti socialiste était mort, il ne l'est plus du tout, ce n'est plus l'homme malade de la gauche, le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on l'est à 13. Il a tort de hurler, Jean-Luc Mélenchon. À 13, de mémoire de sondeur, je n'ai jamais vu Jean-Luc Mélenchon commencer une pré-campagne avec un score aussi haut. Donc, Glucksmann, c'est bien, c'est le moment Glucksmann, ça a été le moment Villepin. À la fin des fins, ça finit pas comme ça. Oui, alors, je serais très prudent sur le devenir de Raphaël Glucksmann et même sur
ce sondage qui n'est pas une prédiction pour 2027. Hein. On se serait vu il y a 10 ans jour pour jour, le 1er octobre 2015, on aurait parlé de 2017, on aurait cité tous les candidats. Sauf Macron. Exactement. Donc ça nous incite. Non mais c'est vrai. Non, par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pré-campagnes où tout était joué 18 mois avant. Aucun sondage qui donne Mitterrand perdant dès 86, aucun sondage qui donne Nicolas Sarkozy perdant. Il y a eu un 50-50 avec Ségolène une fois, Royal une fois, en 2006. Maintenant, ce qui est intéressant pour Raphaël Glucksmann, c'est qu'il a deux sources électorales. Clairement, il prend un électorat Macron de 2022 et le fait majeur de ce sondage, c'est un vrai recul du bloc central qui est vraiment, pour la première fois, touché, entaché par la mauvaise image d'Emmanuel Macron, alors que jusqu'au mois de mai, il n'y avait pas eu d'enquête publiée depuis la fin mai, début juin. On avait une dissociation entre un Macron impopulaire et des incarnations du bloc central qui arrivaient à capter 3/4 des macronistes côté Philippe, 2/3 ou la moitié du côté Gabriel Attal, etc. Ce n'est plus le cas. Raphaël Glucksmann, qui n'est pas vu comme Emmanuel Macron, donc prend du Emmanuel Macron, et parce qu'il n'est pas vu, et là il est très clair comme un Jean-Luc Mélenchon, c'est même les deux gauches, si je puis dire, irréconciliables, et il prend dans l'enquête 38% des électeurs du NFP, Jean-Luc Mélenchon 34%. On a vraiment une vraie bataille de ce point de vue-là. Alors pour être très très schématique, gauche radicale, gauche social-démocrate, européenne. Donc dans ce cadre-là, il y a un match qui est installé, mais c'est vrai qu'Olivier Faure obtient, quand il est tout seul face à Mélenchon, 7%, c'est beaucoup plus, c'est deux fois plus que ce qu'il obtenait il y a encore quelques mois, et rien n'est dit à gauche. Marine Tondelier, qui n'est pas testée, qui sera testée dans une enquête prochaine, peut être aussi le plus petit des électeurs. Mais aujourd'hui, quand même, c'est assez installé, même si c'est médiatique, le match entre Mélenchon et Glucksmann. Voilà, moi je suis d'accord, je regarde fort, et si Roussel n'y va pas, il fait 10-12, donc moi je vous assure que la question est qui va incarner. Mon sujet n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. La question, ce que je vois d'abord dans ce sondage, c'est que la gauche n'est pas au second tour. Si je voulais être cruel, et ça me rend bien triste, tout le monde sait que je suis une militarisme de gauche, ce que je vois d'abord, a priori, c'est qu'elle n'est pas au second tour. Elle n'y est pas parce que les ressorts de la tragédie sont remontés. Ça serait un quatrième 21 avril. Hein, ouais, c'est le quatrième en 21 avril. Elle n'y est pas parce que Raphaël Glucksmann ne peut pas monter au-delà de 16 ou 17 parce qu'à un moment donné, les électeurs de gauche n'aiment pas ce qu'il incarne et à un moment donné, vous allez devoir choisir. Il n'est pas Emmanuel Macron. Il sera obligé de choisir une ligne. Donc, pour moi, ça ne peut pas être un candidat clé. Je pense que le barycentre, si vous voulez, de la campagne présidentielle à venir, c'est Mélenchon d'un côté et un candidat, à mon avis, socialiste, ou Olivier Faure, ou pourquoi pas François Hollande, qui est capable d'unir beaucoup plus la gauche dès le premier tour et, d'aller au second tour, gagner ou pas, ça je ne sais pas, face à Bardella. Et moi, mon sujet, il est là. C'est-à-dire que, pour le moment, on pense que l'incarnation de la social-démocratie, c'est Raphaël Glucksmann. Il est beaucoup trop à droite pour la gauche et beaucoup trop à gauche pour la droite, donc ça ne marchera pas. Merci à tous les deux. Enfin, ça marche pour personne, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Je ne suis pas... Pour le moment. On aura le temps d'en reparler. Okay. Merci beaucoup. On va terminer par l'histoire du jour. Et elle nous emmène en Isère. Mais non, en Isère. On va parler d'Éléonore Armanet, dite Nonore, 97 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a pris sa retraite à 97 ans. En même temps que son fils, Didier, 67 ans. Lui, c'était un peu plus tôt. Et ils travaillaient ensemble. Ils tenaient la boulangerie et le bistrot de Passins, c'est dans le Nord-Isère. Oui, c'est un commerce historique de génération en génération depuis 1858. Et même à 97 ans, elle dit que la décision de raccrocher a été très difficile. La dernière journée de travail a été forte en émotion. Alors, elle a plein de souvenirs au début. C'est sa belle-mère qui faisait les tournées de pain à cheval. Puis après, elle, quand elle a passé le permis, elle se souvient des clientes qui faisaient chauffer le café exprès pour elle ou celles qui lui donnait des beignets de fleurs d'acacia. Éléonore et son fils Didier ne sont même pas prêts à profiter pleinement de leur retraite parce qu'ils disent qu'ils veulent garder le café un peu ouvert, sûrement les week-ends, les mardis et les jeudis. Trop mignon. Et à 97 ans, elle a donc profité ce matin d'une grasse matinée bien méritée. Elle peut aussi en profiter pour nous regarder. J'adore. Alors, si vous regardez, on vous embrasse fort. J'adore ces histoires de la vie des gens, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous avez sauvé l'ensemble de l'émission. Il y a des milliards qui peuvent rester. Avec cette c'est la prise de tête. Et quand même 4-0 l'OM, à jamais les premiers. Ça, on n'oublie pas. Je tiens quand même à le dire, c'est le fait majeur ce matin. L'OM. Et Saint-Etienne est en tête. Ça fait trop de bonnes nouvelles. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Très bonne journée. À demain.